Bonjour à tous et bienvenue dans Ça roule. Je suis vraiment ravi de vous retrouver une fois de plus cette semaine. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous laisser des petits commentaires sympathiques sur l'émission et sachez que ça nous va droit au cœur. Voilà, je vous fais partager un petit peu la salle dans laquelle je monte les émissions parce que ça arrive tout de suite comme ça, mais il se passe des choses avant sur l'écran d'ordinateur. Et puis, je vais vous donner le programme de la semaine. Alors cette semaine, on parlera camping-car. Je vais essayer de vous donner un petit regard plutôt bienveillant sur cette communauté de gens qui ont décidé de faire de la route leur espace de vacances. Ils vont vous faire partager leur passion. On sera avec le rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Camping Car Magazine. On ira sur notre conseil juridique de la semaine avec Maître Yoska qui nous parlera du 48 SI. Vous savez ce que c'est le 48 SI? Vraiment? Si vous savez pas, on vous dit tout dessus. Et puis le premier sujet, ça démarre tout de suite dans Ça roule avec Bruno Dubois. Il va vous parler d'autoradio. C'est encore l'endroit où on écoute le plus la radio, notre voiture. Et l'autoradio, les ondes, tout ça, c'est en train d'évoluer. Vous allez tout apprendre sur comment fonctionnera notre autoradio demain et peut-être même aujourd'hui. Allez, on passe tout de suite à Ça roule. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment fonctionnait votre autoradio? Comment on va écouter la radio demain à bord de notre voiture? Alors j'ai cherché, on sait tous que les fréquences bougent un petit peu comme ça sur la route, on sait pas trop ce qui se passe derrière. Et pour mieux comprendre comment fonctionne la radio d'aujourd'hui et notre autoradio demain, j'ai choisi Bruno Dubois, c'est le directeur des programmes et d'antennes de Sud Radio. Et il est à côté de moi dans la petite Honda électrique. Je sais qu'il aime beaucoup les voitures électriques d'ailleurs. J'adore les voitures électriques. Salut Bruno. Salut Pierre, ça va? Ça va plutôt pas mal, j'ai envie de dire ça roule. Écoute, tant mieux. Alors voilà, nous on est équipés, vous avez vu cette voiture, il y a un tableau de bord gigantesque partout, des écrans partout. Ouais, et ça j'aime bien. La première chose que tu as dit quand tu es monté dans la voiture, c'est il n'y a pas le DAB+. Parce que j'ai un peu regardé, je suis geek moi, je le dis clairement. Donc dès que je rentre dans une voiture, maintenant surtout quand c'est un modèle récent, je regarde tout de suite s'il y a le DAB+, et comment est paramétré l'audio pour écouter la radio. Mais c'est quoi le DAB+? Alors, le DAB+, pour moi la radio, je vais te dire comment ça fonctionne. C'est la FM, les grandes ondes ou les ondes moyennes. On est d'accord. Les ondes moyennes, tu y vas plus, il y a longtemps qu'il n'y a plus rien. Fini. Les grandes ondes, c'est fermé aussi. Il reste la FM, donc finalement tu te poses pas la question, tu arrives, tu as tes stations qui sont pré-réglées, tu choisis ta station, tu zappes au volant comme un champion, voilà. Et la différence, alors le problème de la FM, il est où? La FM, c'est totalement saturé. Il n'y a plus aucune fréquence de libre, donc on peut plus donner de fréquence aux nouveaux entrants ou ceux qui ont besoin d'être dans toutes les villes. Prendre l'exemple de Sud Radio, on n'est pas partout. Et depuis 4 ans, on nous a donné 3 fréquences, une à Vichy, une à Chamonix. À la limite, le coût de diffusion, il est tellement énorme par rapport au nombre d'auditeurs, même si on y va, parce qu'on respecte tous les auditeurs, c'est dommage. Donc le DAB+, c'est... Allez, on va le comparer à la télé numérique, à la fameuse TNT. Voilà. Et quand tu regardes la télé maintenant, tu t'es dit c'est cool, la TNT, ça m'a donné des programmes supplémentaires. C'est vrai, on avait 6 chaînes avant la TNT, maintenant on en a je sais plus combien. En tout cas, on a pléthore de choix. En radio, il y avait déjà pléthore de choix. Il y avait déjà beaucoup de radios. Mais il y avait déjà Sud Radio d'ailleurs. Exactement. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu regardes la télé? Tu te poses pas la question de savoir comment ça arrive jusqu'à ton écran. Ouais, alors je sais juste que TNT, quelque part, il y a numérique terrestre. Ouais, mais cherche pas plus loin. Parce qu'au final, tu peux très bien avoir la TNT aussi via la fibre, via la DSL, via un râteau, ou via une parabole qui est sur le toit ou le câble de ton immeuble. Au final, ce qui compte, c'est d'avoir du programme. Donc, il faut pas se poser la question, il faut simplement se dire qu'est-ce que j'ai envie d'écouter. Et donc, en voiture, et un peu partout avec les postes qui sont compatibles. D'ailleurs, dorénavant, toutes les voitures qui sortent sont équipées nativement du fameux DAB+, qui n'est rien d'autre qu'une fréquence. Voilà. Et comme c'est dans toutes les voitures qui sortent et qui sont en vente maintenant neuves, normalement vous devez pouvoir vous le retrouver sur votre dashboard comme on le voit sur ta belle voiture. Sauf que il faut soit y aller, c'est-à-dire appuyer sur DAB+, et aller chercher ce qu'il y a à écouter, ou ce qui est mieux, et ce que je préfère personnellement, sur certains véhicules, c'est ce qu'on appelle l'autoradio qui est hybride. Ça n'a rien à voir avec l'essence, je t'arrête tout de suite. C'est simplement que vous avez tous les programmes qui s'affichent. À côté, il y a un petit logo, il y a marqué FM ou DAB+, mais finalement, du moment que vous écoutez le programme, vous vous en foutez. Alors moi, je sais que quand on clique là sur FM, on a par exemple liste des stations. Ça va, t'es sur Sud Radio, c'est bien. Oui, t'as la liste des stations là, qui en bas à droite, voilà, liste des stations, mais
Eh ben c'est exactement pareil. S'il y a le DAB+, ben les stations en DAB+ vont se rajouter. Alors il y a quelques nouveaux entrants, hein, il y a des chaînes comme Crooner où ça passe de la musique de Crooner, mais surtout l'avantage, alors pour nous à Sud Radio, c'est que le DAB+, ça existe déjà. Ouais. Dans presque toutes les régions de France, puisqu'on peut écouter Sud Radio où il n'y a pas la FM, mais où il y a le DAB+, en Alsace, dans le Nord, à Nantes, au Havre, c'est-à-dire que maintenant, à Lyon. Concrètement, avant, par exemple, on est en Île-de-France, Sud Radio, c'est 99.9. Moi, je savais ça. Ouais. Et ben maintenant, t'as plus besoin de connaître la fréquence puisque les fréquences s'affichent, que ce soit sur un autoradio ou que ce soit sur un transistor normal. C'est plus les fréquences qui s'affichent, c'est quand même plus simple, c'est le nom de la radio. Ça, c'est quand même. Et quand on va rouler, parce que le principe. Alors, moi, j'ai envie de dire, quand on écoute la radio, d'ailleurs. Il y a le DAB, je l'avais pas vu. Tu vois, est-ce qu'il est activé? Il a pas l'air activé. Tu vois, quand on est dans une voiture, finalement, on se dit quoi? C'est le dernier endroit où on écoute vraiment la radio, d'ailleurs. Non, pas forcément, non. Non, mais globalement, sur les taux d'écoute, c'est quoi? C'est la moitié? C'est important, parce que c'est un moment où vous n'avez pas forcément envie de vous poser la question, donc vous avez des automatismes et vous lancez le programme que vous aimez bien. Ouais. Voilà. Donc, on entre en voiture, on veut écouter la radio, on part en vacances, donc on démarre le samedi matin, chouette, super, yes, ça roule sur Sud Radio. Et puis au bout d'un moment, je sais pas, on change de département et puis alors ça grésille. Ça existait. Justement, ça grésillait avec la FM. Ça existait déjà de passer avec le changement, l'adaptabilité de la fréquence à une nouvelle fréquence. Sauf que quand il n'y en avait plus, il n'y avait plus rien qui émettait. Ouais. Là maintenant, ça devrait. Je dis bien ça devrait, avec les dernières versions des autoradios, basculer, écoute bien, entre le DAB, la FM, le DAB+, et même Internet, pour avoir une multitude de tuyaux. D'accord. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que ça veut dire que demain, sans qu'on s'en rende compte finalement, voilà, on n'aura plus des ondes de type temps pointant, FM. Ça va disparaître. Ça va disparaître. Ouais, ça va disparaître puisque, alors je dis pas que la FM va disparaître tout de suite, mais ça va cohabiter. Déjà, on a le nom de la radio qui apparaît avec le RDS, avec le radiotexte. On a plein d'infos qui apparaissent sur notre écran. L'artiste, le nom de l'émission. Voilà. Mais la fréquence est encore importante. Mais petit à petit, c'est le nom et c'est un peu plus logique qui va prendre. Tu connais pas la fréquence de la chaîne de France 2 sur ta chaîne. Ah mais je vais aller plus loin. Quand je pars en vacances, j'ai mes 6 stations radio qui sont préprogrammées et quand j'arrive sur mon lieu de vacances, ça a pas bougé quoi, grosso modo. Exactement. Et je sais même pas que ça a changé de station. Sauf que là où ça bloque, c'est que tu peux écouter un programme et d'un seul coup, tu n'as plus cette fréquence de disponible. Donc là, en basculant sur le DAB+, alors, ça continuera en fluide. Alors oui, mais c'est pas l'une des notions majeures parce que ça existait déjà pour certaines radios. Si on prend les radios du service public, comme on dit généralement, quand ça capte pas dans un virage, ils rajoutaient un émetteur. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. on les captait partout. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un souci. C'est pour ça qu'on les écoute parce qu'il y a que ça. C'est un peu plus facile parfois. Il y a eu un souci quand même sur le déploiement de cette version numérique de la FM, en tout cas de la diffusion et des ondes radio. C'est que tous ceux qui avaient suffisamment de fréquences pour couvrir toute la France, ils se disaient qu'est-ce que ça va m'apporter en plus. Donc il faut voir que le coût de diffusion pour une radio, c'est assez important, c'est un budget colossal. Hein. Derrière chaque émission, quand vous recevez la radio chez vous, il y a un émetteur. Donc là, on se retrouve avec un peu une double punition, mais que nous, on aime bien parce que ça nous permet d'avoir beaucoup plus de fréquences. Et puis surtout, ça nous permet de garder notre indépendance. Et l'indépendance, c'est quelque chose auquel on tient sur Sud Radio, parlons vrai. C'est-à-dire que les émetteurs, c'est nous qui les finançons, c'est nous qui les payons. On passe via des prestataires, mais on paye tous les mois pour qu'on soit diffusé, avec une autorisation qui nous est donnée par le CSA. Alors est-ce qu'on est loin de l'esprit des années 80 avec l'éclosion des premières radios dites libres? Ça a rien à voir, mais juste le point où je voulais te revenir, c'est que certains vont te dire, le DAB+, ça sert à rien, on a Internet, on a la 5G dans la bagnole. Sauf que la 5G, nous, on est dépendant des telcos. On est dépendant des diffuseurs, on est dépendant de Free, de Orange et de SFR. Et donc certains de nos concurrents qui dépendent il n'y a pas du réseau partout, SFR, disent pourquoi nous on dépenserait 2 fois. Mais ils y sont allés quand même, et ce qui permet de se dire qu'on donne sa chance aussi au DAB+, et à cette façon de consommer, et je le rappelle, gratuitement,
la radio, puisque quand vous consommez de l'internet, ben, vous avez pris un abonnement, hein, que ce soit en 4G, que ce soit la fibre ou la DSL chez vous, alors que la radio c'est gratuit. J'ai vu maintenant des petits postes qu'on peut s'acheter à la maison carrément où ils te disent ça c'est DAB+. Bah, dorénavant, de toute façon, tous les postes qui sont en vente, et il n'y a pas besoin de les connecter à internet, rien. Non, rien du tout. D'ailleurs, tous ces postes sont obligatoirement maintenant avec du DAB+. D'accord. Donc c'est en fait c'est la même mécanique que des ondes, c'est envoyé par. C'est des ondes, c'est comme la FM, hein, c'est une autre fréquence. Là, tu vas pas me demander d'être technique. Ouais. Non, promis. Okay. Donc c'est juste une question de fréquence, et au final, ça nous permettra de recevoir une station partout. Alors partout, il y a deux types de DAB+, on va être clair, il y a le DAB+ métropolitain qui lui va être lancé le 15 juillet et puis il y a le DAB+ régional. Nous par exemple, on a choisi d'être sur le DAB+ régional parce que ça a été beaucoup plus vite, hein. Le métropolitain, ils lanceront que le 15 juillet prochain. Okay. Donc ce qui fait que nous ça fait des années qu'on peut nous écouter à Nice, qu'on va nous écouter à Marseille en DAB+, et puis maintenant Lyon et toutes les villes, il y a des ouvertures qui arrivent, là il y a Avignon prochainement. C'est marrant parce que ça veut dire qu'en fait tu peux parler avec un copain je sais pas, qui a une voiture et qui te dit moi dans la voiture j'écoute Sud Radio, et l'autre il va dire non mais attends, moi je l'ai pas, moi je le capte pas. C'est possible ça encore, on a cette variable. Bah s'il a une voiture assez récente avec un poste compatible, normalement il doit pouvoir le et capter. Les autoradios neufs qu'on achète aujourd'hui, est-ce qu'on a de manière systématique accès au DAB+ dessus? Normalement, toutes les voitures neuves qui sont vendues à partir d'aujourd'hui, là, depuis quelques mois, sont obligatoirement équipées du DAB+. Avant, c'était souvent une option. Et franchement, c'était une option qui était soit dans un pack, donc tu te retrouvais à avoir le DAB+, soit ça valait 350 € et voilà, il fallait avoir envie pour la prendre. Ouais. Donc regardez bien dans votre autoradio, regardez bien les paramètres dans votre voiture, si elle est relativement récente. Conseil de Bruno, il l'a déjà trouvé dans la petite Honda électrique. Donc vous avez le bouton DAB. Il faut le chercher un peu. C'est pas si simple que ça. Sauf que derrière, c'est une meilleure qualité de réception aussi, je suppose. Ouais, alors il y a un son qui est meilleur. Pour moi, c'est puis il y a des informations qui arrivent sur l'écran aussi un peu plus complémentaires. Il y a moins de perturbations, c'est-à-dire que quand on est en bout de fréquence, on a moins de choses qui sont pas très agréables, c'est-à-dire des craquements, des grésillements. Comme c'est du numérique, c'est ça passe ou ça passe pas. D'accord. Voilà, c'est des 0 et des 1, donc s'il y en a, il y en a, s'il y en a pas, merci. Bon, en tout cas, c'est plutôt sympa pour les radios qui ont besoin d'étendre un petit peu leur zone de diffusion. Et là, on va parler un peu technique là. Pour les stations de radio, j'ai envie de dire les grosses cylindrées, l'artillerie lourde. Le DAB+, ils doivent pas voir venir ça d'un bon oeil. Eh ben non, parce que ça leur fait partager le gâteau. Effectivement. Voilà. Donc plus il y a de monde sur le marché, plus les gens peuvent être écoutés un peu partout, plus ils peuvent prendre de l'ampleur et de la puissance. Donc en fait, le gâteau est en train d'être partagé avec le DAB+. Donc faut-il encore que tout le monde soit équipé? Donc on est à un horizon de 5 ans, quoi. Donc avec le DAB+, on peut écouter Ça roule sur Sud Radio quasiment de partout. Ouais. Ah ben voilà. Tout à l'heure, j'écouterai vendredi à 19h, j'écouterai Pierre Chasseret, c'est ça? Il y en a des choses, sur Sud Radio, les amis. Le vendredi à 19h, donc avec Jean-Marie Burdry. Le samedi à midi avec Laurence Perrault, mon ami. Et puis le matin, 6h17, je suis matinal pour vous et vous entendez toutes les informations qui traitent de l'auto. Voilà, on fait confiance à l'auto, en tout cas sur Sud Radio. Et maintenant, t'es même youtubeur, ça me fait plaisir. Et maintenant, je suis youtubeur. Ça fait plaisir, la famille. Ouais, t'as vu un peu? Je vais t'appeler Akram Junior. J'ai mes références youtubeur voiture. Tu sais, c'est pas personnel, c'est les affaires. Merci Bruno d'avoir été avec nous dans la petite Honda électrique pour Ça roule l'émission, un nom que tu connais bien, Ça roule. Hein. Ouais, c'est clair. Ça te parle? Ouais. C'était là avant toi sur Sud Radio, tu sais ça? Ouais, je sais. Ce sera peut-être là après aussi. Non, c'est pas ce qu'on sait. Allez, tout de suite, on passe à la suite de notre émission. Et on se retrouve dans notre conseil juridique de la semaine avec maître Jean-Baptiste Yosca qui est à nos côtés dans la petite Honda électrique. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Pierre, bonjour la Honda électrique. Bon, ça fait du bien de vous retrouver en voiture et je vous ai fait venir parce que je voulais vous poser une question. Comment un automobiliste est informé du fait qu'il n'a plus de points sur son permis de conduire? Alors, soit il reçoit un 48 SI à la maison, un recommandé qui lui un 48 SI. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un document recommandé qui lui annonce qu'il a perdu son permis de conduire, qui fait le listing, le récapitulatif de tous les points qu'il a perdus et qui lui annonce qu'il a perdu son permis de conduire. Il faut le déposer, le permis de conduire, dans les 10 jours à la préfecture ou au commissariat.
Aïe. Premièrement. Et dans ces cas-là, parfois un effet de surprise parce qu'on n'est pas tous informés de ces retraits de points systématiques. Mais on n'est pas tous informés, mais surtout il y a des moments particulièrement cocasses. De plus en plus, vous avez des personnes qui se font arrêter lors d'une infraction par des policiers, qui les informent qu'une infraction a été commise, qui leur remet éventuellement la contravention ou qui l'enverra par la poste à la maison, et qui leur disent: monsieur, madame, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous n'avez plus de points sur votre permis de conduire. Votre permis de conduire est annulé. Pour autant, je vous le laisse. Merci, bonne route, au revoir. Sur le bord de la route, c'est-à-dire les forces de l'ordre vont vérifier. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font les forces de l'ordre quand ils prennent nos documents, papiers d'assurance? Ils tapent à la tablette au fichier national du permis de conduire pour savoir le nombre de points qu'on a encore. D'accord, là ils se rendent compte qu'on n'en a plus, ils reviennent vers nous. La personne a une parfaite bulle, 0 points sur son permis de conduire. Et là, ils rendent le permis de conduire et ils vous souhaitent une bonne chance et une bonne journée. Alors, normalement, on ne doit pas le garder. Hein, on pourrait s'imaginer que le policier est particulièrement sympa. Moi, j'ai des clients qui me disent: vous vous rendez compte, plus de points, je suis tombé sur un policier sympa, souriant, il m'a rendu mon permis de conduire, c'est trop sympa. Bon, il n'y a pas de sympathie là-dedans. Vous, vous doutez bien qu'il y a surtout un engrenage et un phénomène juridique qui fait qu'on lui a rendu le permis de conduire. Alors pourquoi on lui a rendu le permis de conduire? Tout simplement parce que, je vous le disais il y a quelques instants, le 48 d'acier est le document qui annonce que la personne a perdu son permis de conduire. Il l'a envoyé chez lui. Sauf que vous avez un certain nombre de personnes qui ont déménagé depuis qu'ils ont passé le permis de conduire. Ils n'habitent pas plus du tout chez les parents. Et les parents eux-mêmes ont déménagé. Donc, le 48 assis se perd, ou plutôt revient à la préfecture en disant que la personne n'habite plus à l'adresse indiquée. Mais par contre, le NPAI. Par contre, je n'ai plus de permis dans ces cas-là. Ça ne vient pas couper une décision de suppression de permis. Alors si. Non seulement vous avez encore le permis de conduire, physiquement, puisque le policier vous le remet en main, mais je vais vous expliquer comment refaire 12 points immédiatement. On peut récupérer les points d'un permis où on n'a plus de points. On a une bulle et on prend 12. Vous allez voir, Pierre, c'est absolument génial. Ça va intéresser aussi les collégiens. Si on peut transformer les 0 en 12, ça va les intéresser. En 12, oui, enfin, ils pourraient bosser un peu plus, les collégiens, pour avoir une meilleure note. Le 48 d'assis, donc, revient à la préfecture, il n'a touché personne. Puisqu'à cette adresse-là, on n'habite plus. Parfait. La personne est informée que son permis de conduire est annulé par le policier au bord de la route. On lui rend son permis de conduire. Immédiatement, il va aller faire un stage. Parce que le 48 d'assis est revenu à la préfecture avec la mention NPAI, n'habite plus à l'adresse indiquée. Donc, l'annulation de permis de conduire ne l'a pas touché. Il est en droit de faire un stage. Et là, il va passer de 0 à 4 immédiatement. Il faudra peut-être faire une requête pour demander au fichier national du permis de conduire de réinscrire les 4 sur le permis de conduire, mais ça se fera. Et puis, dans un second temps, et je le vois de plus en plus, les personnes ont eu ce fameux 48 assis qui ne les a pas touchés, mais depuis plus de 3 ans. Et vous savez, Pierre, ce qui se passe au bout de 3 ans? Non. Au bout de 3 ans, si on n'a pas commis d'infraction, on repasse à 12. Donc on récupère son permis de conduire. Donc non seulement la personne elle va passer de 0 à 4 en faisant un stage, mais après elle passera immédiatement de 4 à 12. Le tout étant de ne pas se faire prendre entre les deux, on est bien d'accord, hein? Oui, le tout n'est pas de se faire prendre entre les deux, mais comme c'est un système informatique qui fait passer directement les points rapidement, ben, ça sera fait dans la semaine. Donc, le lundi, vous pouvez le policier peut vous dire que vous avez un permis de conduire à 0 NPAI. Le mardi, mercredi, vous faites le stage. Le jeudi, vous êtes impacté de 4 points sur votre permis de conduire. Et normalement, le vendredi ou le lundi d'après, l'administration, si elle a fait son boulot, vous a fait passer à 12, puisque vous n'avez pas eu d'infraction pendant 3 ans. Eh bien écoutez, voilà les petites astuces de Maître Jean-Baptiste Ioska pour récupérer son permis de conduire et préserver son travail, parce que je le rappelle quand même, en 2005, 130 000 personnes avaient perdu leur permis de conduire, 50 000 avaient perdu leur emploi dans la foulée. Depuis, bizarrement, on n'a plus de statistiques. Merci Jean-Baptiste Ioska d'avoir été avec nous. Merci à vous, Pierre. Et alors, je vais vous surprendre, parce que mon invité aujourd'hui, il n'a rien d'un automobiliste. Enfin, il a une voiture comme tout le monde. Mais il est rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle
Camping Car Magazine. Bonjour Jean-Michel Galès, comment tu vas? Eh bien bonjour, ça va très bien. Alors j'ai voulu un peu qu'on parle des camping-cars parce que les beaux jours reviennent et puis parce que il faut reconnaître que ce confinement, que ces couvre-feux à répétition, les fermetures de certains hôtels ont pu aider un petit peu à regarder ce qui se passait du côté de la maison roulante, le camping-car. Le camping-car, c'est un monde qui évolue. On est loin de ce qui se passait il y a 20 ans, 30 ans en termes de camping-car aujourd'hui. Ça ressemble à quoi un camping-car maintenant? Ah oui, depuis plus de 20 ans, moi ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce secteur et effectivement, je peux te dire que je l'ai vu évoluer considérablement avec tant au niveau partie mécanique, partie moteur, partie base, donc ce qui supporte la cellule du camping-car, puisque un camping-car, qu'est-ce que c'est? C'est une partie mécanique sur laquelle on a intégré une cellule d'habitation. Ça c'est pour les camping-cars dits à cellule, parce qu'aujourd'hui il y a un autre phénomène, ce sont les fourgons aménagés, qui sont des camionnettes qui ont été réaménagées en camping-car. C'est légal ça? Ah mais c'est tout à fait légal. Ah oui, tout à fait. À partir du moment où c'est homologué et que ça passe devant l'Adréal, il n'y a aucun problème. C'est tout à fait légal. Il faut respecter bien sûr les normes, les homologations, et il y a vraiment aucun souci. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce secteur du fourgon aménagé a considérablement le vent en poupe, parce que alors que il y a 20 ans, ça ne représentait que 5% du marché. Ouais. Aujourd'hui, on arrive à 45-50% du marché. Ça revient moins cher peut-être, non? Pas nécessairement, parce que aménager un fourgon, c'est finalement aussi compliqué que construire une cellule de camping-car. Quand tu dis fourgon, on pense à ça, là, le véhicule? Voilà, tout à fait, absolument, ouais. Ouais, donc ça peut être un ancien Renault Trafic. Ah, généralement, les bases mécaniques, ce sont pour la plupart, c'est du Fiat Ducato, c'est du Mercedes Sprinter, c'est du Ford Transit, c'est du Renault, un petit peu moins Renault. Moi, je vais t'étonner, je me suis toujours dit, camping-car, une fois qu'on a un problème mécanique, il est à l'arrêt, quoi. Et je me suis toujours dit, au moins la caravane, elle est indépendante. Et pourtant, j'ai l'impression que le camping-car se développe quand même plus rapidement. C'est quoi l'avantage du camping-car sur la caravane? Il doit y en avoir, sinon tout le monde prend des caravanes. Il y a énormément d'avantages du camping-car sur la caravane. La caravane, il y a obligation d'aller stationner sur un camping. Sur un camping-car, ce n'est pas le cas. D'accord. Si j'ai une caravane, j'ai pas le droit de me garer. Si j'ai un camping-car, je crois que d'ailleurs, il faut répondre à cette idée reçue. Un camping-car, c'est comme une voiture, c'est la même réglementation. Tout à fait, c'est exactement la même réglementation. C'est considéré comme c'est un véhicule de la catégorie M1. Donc, un camping-car, en toute logique, peut stationner là où toutes les voitures peuvent stationner. Et pourtant, alors c'est pas que je veux mettre le doigt là où ça fâche, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des communes qui de plus en plus restreignent l'accès au camping-car. On a vu des barrières souvent en hauteur qui empêchent les camping-cars de passer. Oui, tout à fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que généralement ce sont des communes qui sont en tension, où la tension touristique est importante, surtout l'été. Donc effectivement, tout ce qui est la frange littorale méditerranéenne, notamment la Côte d'Azur, se rendre en camping-car en plein été, c'est pas très raisonnable. En revanche, il y a beaucoup de communes qui font des efforts aujourd'hui pour accueillir les camping-cars et créer des parkings dédiés avec des aires de service pour que les personnes qui viennent en camping-car viennent s'y poser, se stationner, consommer sur place, parce que c'est une notion importante aussi. La consommation sur place, c'est quelque chose à laquelle les camping-cars sont très attachés. Je donne un mot, camping-car, il est souvent peut-être associé au moment de l'achat au mot de liberté. C'est un mot que tu as déjà prononcé depuis qu'on est ensemble dans la voiture. J'ai l'impression quand même que c'est un beau cadeau qu'on se fait. C'est quoi la moyenne d'âge de ceux qui passent à l'acquisition du camping-car? C'est comme la voiture, c'est plus de 50 ans? Oui, généralement ce sont des seniors, des seniors qui
qui arrivent en fin d'activité, qui ont du temps, ils ont payé leur pavillon ou leur appartement, ouais. Les enfants sont partis de la maison, donc ils ont un petit peu d'argent, et ce sont des gens qui aiment voyager, voilà, qui aiment la découverte. Voir les enfants, ils peuvent partir en vacances, en week-end, sans se poser la question de savoir si l'hôtel il est ouvert ou fermé, sans savoir s'il y a du gel pour se laver les mains 27 fois par jour. On est chez nous. Ils sont chez eux. C'est justement la particularité du camping-car en cette période de pandémie, et c'est pour ça aussi que on parle aujourd'hui de phénomène camping-car depuis le déconfinement l'an passé. Il y a beaucoup de personnes se sont réfugiées sur ce mode de loisir, parce que justement il y a cet aspect bulle sanitaire. On se retrouve chez soi, et avec la possibilité en plus de se déplacer. Aujourd'hui il fait très très beau, mais imagine que demain il pleuve des cordes. On peut partir on prend le camping-car et puis on s'en va on s'arrête manger quand il fait beau. Absolument. Est-ce qu'il y a une vraie évolution en termes de vente? J'ai l'impression que c'est un marché qui prend de plus en plus, avec des régions. Des régions, il y en a plus que d'autres. Alors, c'est mon ressenti. J'ai l'impression qu'en Bretagne, le camping-car, c'est presque la base. Écoute, quand je vais en Bretagne, moi j'aime bien aller du côté de Saint-Malo, tout ça, je vois des camping-cars partout. On a l'impression que la Bretagne, c'est le paradis du vélo et du camping-car. Je me trompe ou... Non, pas du tout. Tout l'ouest de la France, et en particulier la Bretagne, effectivement, qui est une région très accueillante pour les camping-cars. Justement, il y a les communes bretonnes, les maires des communes bretonnes ont bien compris l'intérêt qu'ils ont de recevoir des camping-caristes. Ouais. Donc, et pareil sur le littoral atlantique, qui est peut-être, on va le dire clairement, pardon à mes amis qui sont maires de communes de Loire-Atlantique, mais il est vrai que c'est pas le même engouement que sur la Côte d'Azur. Oui. Donc peut-être qu'on est plus à même d'accepter, et puis les littoraux sont un peu moins prisés, beaucoup plus longs. On a peut-être plus de capacité à accueillir. C'est quoi l'idéal pour un camping-cariste, la ville qui serait idéale? C'est celle où on peut se garer facilement. C'est des aires d'accueil. Est-ce que j'ai l'impression que c'est pas très aimé de la part des camping-caristes, ces espèces d'aires d'accueil? Tout dépend de l'aire, effectivement. Il y a une aire, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un parking, c'est un simple parking avec une borne de service où on peut vidanger, puisque l'intérêt du camping-car, c'est aussi d'être en autonomie. C'est facile ça, la vidange, parce que oui, c'est très simple. Je vais te dire, j'ai une famille, j'ai 3 enfants. Et on regarde ça de près parce qu'on se dit ça pourrait être sympa. Alors peut-être en commençant sur une location un coup pour voir ce que ça donne. C'est jouable avec 3 enfants ou mais tout à fait. Moi j'ai 3 enfants aussi. Aujourd'hui ils sont grands, ils sont adultes, mais j'ai commencé le camping-car. Les 3 étaient, j'en avais que 2 à l'époque, et ensuite on a 2 camping-cars. Non, 2 enfants. D'accord. Non, pas 2 camping-cars. On est parti, on a fait des séjours extraordinaires, et des découvertes, C'est pas forcément. En fait, je crois qu'il faut pas. Pareil, arrête-moi si je me trompe, mais le camping-car, faut pas le comparer peut-être à une résidence qu'on pourrait louer une fois par an. Faut le comparer presque à une résidence secondaire en prix. C'est ça que tu essaies de m'expliquer. C'est que le camping-car, c'est une résidence secondaire mobile. Ah, complètement. D'ailleurs, les concessionnaires ont pour habitude de vendre des camping-cars en disant qu'ils vendent aussi de l'immobilier, finalement. De l'immobilier mobile. Alors explique-moi, c'est comment dedans? J'entre. Le camping, tu sais, la maison standard neuve, maintenant on sait comment elle est. Elle est un peu en L au niveau du salon. T'as la cuisine dans un coin. Maintenant on met un îlot central. Voilà. On connaît un peu le topo. Elles sont toutes pareilles. Le camping-car de base, comment il se présente? C'est combien de mètres carrés? Comment c'est organisé? Est-ce que c'est des trucs modulables avec comment ça fonctionne? C'est tout à fait ça. Tu l'as bien résumé. En fait, à l'intérieur, c'est vraiment un studio avec. Il y a un salon, un vrai salon. Il y a une vraie cuisine avec un vrai frigo qui fait du froid. Il y a une vraie salle d'eau avec une vraie douche. Avec de l'eau. Avec de l'eau. C'était branché. Même pas, tu n'as pas besoin d'être branché, puisque tu as une réserve d'eau, justement, d'où l'intérêt d'aller sur les aires de service
pour vidanger et faire le plein d'eau. Okay. Et il y a une vraie chambre avec un vrai lit, et certains ont même des lits de 150 de large, quoi. C'est tout à fait extraordinaire. Le lit, c'est au-dessus de la cabine, c'est ça? Pas nécessairement. Non. Il y a différentes implantations. Le lit peut être à l'arrière du véhicule, à l'arrière de la cellule, et c'est un lit donc de 150, 140, 130 de large sur 190 de long. Ce qu'on appelle aujourd'hui le lit central, donc un lit comme à la maison, on peut faire le tour du lit. Alors Camping Car Magazine, c'est un magazine où dedans tu vas présenter, j'imagine, toutes les nouveautés. Absolument. Hein, oui. Et aussi on va revenir peut-être sur des tests, des comparatifs, des modèles un peu d'occasion. Peut-être plus. Oui, on traite du marché de l'occasion également. On traite tous les ans toutes les nouveautés du moment, parce que c'est une aussi des particularités du secteur du camping-car, c'est que tous les ans, il y a des nouveautés. J'en ai vu, alors on a tous ça en tête. Alors attention, on est dans l'élite de l'élite. J'ai vu ça, notamment dans ma ville à côté. Tu sais, de temps en temps, il y a les forains qui viennent. C'est des camping-cars. Écoute, ils s'ouvrent dans le milieu. Et j'ai vu ça aussi dans les équipes cyclistes. Oui. Là, on n'est plus dans le camping-car de base, on est bien d'accord. Mais j'ai vu qu'à l'intérieur, des fois, c'est bluffant. On a limite des maisons, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite. Ah oui. Non, en vérité, il n'y a pas vraiment de limite. Hein. Ne serait-ce qu'en termes de prix, on peut atteindre des prix considérables. Ouais. Et comme tu dis, effectivement, tu as des on parle plus aujourd'hui de motorhome que de camping-car d'ailleurs. C'est plus le type camping-car américain avec des extensions latérales qui permettent d'augmenter la surface au plancher à l'étape. Mais bon, certains ont ce genre de certains camping-caristes ont ce genre de camping-car. Mais bon, en France c'est quand même marginal. Une petite minorité. Ouais. Allez, Combien il faut être prêt à investir pour avoir un camping-car à peu près? Si j'en veux un neuf, on va dire si j'en veux un neuf moyenne gamme, c'est combien? Et si je veux un modèle d'occasion qui va être en bon état, c'est combien à peu près la fourchette? Alors fourchette ou râteau selon. Oui. Un neuf aujourd'hui, il faut compter au minimum 50 000 €. D'accord. Et sur le marché de l'occasion, on en trouve à partir de 10 000. Je pense qu'il ne faut pas aller au-dessous parce que c'est un peu compliqué. Tu penses qu'à 10 000 €, on peut réussir? Tu peux trouver de bonnes affaires, oui. D'accord, même à 10 000 €. Ok. Mais sachant que c'est aujourd'hui extrêmement compliqué, parce que le marché, comme beaucoup de gens veulent faire des camping-cars, forcément le marché de l'occasion est en tension, donc... Non, mais cependant, ça laisse le loisir à peut-être, tu sais, il y a beaucoup de gens pour qui partir en vacances avec une famille, ça monte vite. Hein. Oui. Tu sais, les résidences secondaires, quand tu veux partir l'été, c'est pas rare de voir 1 000 € la semaine. Hein. Oui. Donc 1 000 € la semaine, tu fais le calcul assez rapidement et tu t'aperçois que le camping-car peut être assez vite amorti. Donc pourquoi pas, oui, ça peut être une solution. Petit budget. Enfin, de toute façon, pour partir en vacances, il faut toujours un petit budget. Mais ça, je trouve ça plutôt intéressant. Alors, c'est quoi les problématiques aujourd'hui du camping-car? Ici, les places de stationnement, ça ils aiment pas. Ils ont envie que les villes les accueillent et les reconnaissent comme un véhicule standard qui a le droit de stationner. Qu'est-ce que c'est les problématiques? J'ai entendu dire, dis-moi si je dis des bêtises, que notamment sur les aires d'autoroute, certains camping-caristes avaient peur parce qu'on leur volait les camping-cars. Alors, je veux pas tomber dans la psychose, hein, mais apparemment, alors tu me dis si c'est des bêtises, hein, mais avec des gaz qui étaient mis à l'intérieur du camping-car pour endormir les gens, ensuite, hop, c'est vrai ou marginal? Je pense que c'est marginal. Il n'y a jamais eu vraiment d'enquête qui a prouvé que les personnes ont été gazées. Bon, il est vrai que stationner sur une aire d'autoroute, passer la nuit sur une aire d'autoroute, ça c'est vraiment fortement déconseillé parce que c'est même en voiture. Sympa, hein. Donc nous, de toute manière, il faut savoir que les camping-caristes prennent assez peu les autoroutes parce que l'intérêt justement c'est la découverte, c'est donc de sortir des sentiers battus et de sortir de ces autoroutes.
sauf vraiment cas extrême et impossibilité de faire autrement, mais ou de rallier un point A à un point B le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que de temps en temps ils embêtent un peu les automobilistes parce que ils roulent un peu moins vite, la bonne bêtise dans le camping-car. Oui. Tu vas pas rouler à 150. Ah, non, tu roules pas à 100, non. Même si aujourd'hui les motorisations sont puissantes, oui, elles peuvent, performantes. Mais bon. Bon. Tout l'intérêt, c'est ça. J'ai l'impression que dans les valeurs que tu me donnes, il y a liberté, il y a patrimoine. Ah, complètement. Ouais. Il y a la famille, il y a la découverte. Écoute, moi ça me parle bien tout ça, quoi. Tu m'ajoutes gastronomie, on est au top. Ah bah gastronomie aussi, bien sûr. C'est le profil du camping-cariste. Ah oui, tout à fait. Oui. Gastronomie, œnologie. Bah alors là c'est bon. Là. Et d'ailleurs, il y a un réseau qui existe depuis plus de 20 ans en France qui s'appelle France Passion. Je connais France Boisson. Non, alors c'est France Passion et justement qui est un accueil des camping-caristes chez les agriculteurs, viticulteurs, producteurs, en tout genre. Les routes des vins françaises. Allez, on va faire un petit coucou à toutes les régions de passionnés. Alors la vallée du Rhône. J'essaie d'oublier personne. On va penser à la jolie route des vins, notamment en Alsace. En Alsace, oui, bien sûr. Allez, on revient, on passe par Beaune, on va aller en Chablis, on va en Champagne. Toutes ces régions viticoles, désolé pour l'Est de la France, mais c'est pareil. Et là, j'en ai conscience, je me dis qu'il y a quand même pas mal de gens qui nous regardent, qui peuvent se dire, moi je louerais bien pour tester. Formule de location, je pense que ça peut être un week-end, une semaine, tout ça, complètement. Tout est jouable. Ouais. De toute manière, moi, les personnes qui nous appellent à la rédaction, qui nous demandent des conseils pour justement... Ouais, vous faites ça aussi ? Oui, évidemment, on conseille les gens. Et on leur conseille, avant d'acheter, de toute manière, de louer. Parce que forcément, c'est un investissement, comme tu disais tout à l'heure. Même si ce n'est qu'un véhicule à 10 000 euros, c'est quand même... Exactement. Bon, et c'est quand même une somme. Donc, autant louer au moins une semaine, voir si ça plaît. On teste. Et puis, ensuite... Finalement, c'est comme quand on achète un appartement dans une commune en résidence secondaire. Oui. En principe, avant de l'acheter, vous avez quand même loué au moins une fois votre résidence au bord de la mer. Bon, là, c'est un peu la même, sauf que là, cette fois-ci, c'est vraiment l'appart que vous allez tester avant tout. C'est combien de mètres carrés à l'intérieur? On parle pas en mètres carrés, je pense, quand on achète pas vraiment. Non, on parle pas en termes de mètres carrés. Surface utile. Même pas, non. Est-ce qu'il y a on parle en termes d'implantation, en fait, puisque, comme je te disais tout à l'heure, il y a un salon, il y a une cuisine, il y a vraiment tout le nécessaire. Est-ce qu'on peut, avec un camping-car, aller sur des aires de camping? Oui. Ouais, on peut. Bien sûr. Parce que ça permet, j'ai vu ça, moi, sais, tu déplies la tente devant un peu, et puis du coup, tu manges dehors, tu fais ton barbecue. Rien ne t'empêche d'aller sur un camping, évidemment. D'accord. En fait, grosso modo, il y a quand même, alors, il faut quand même, il paraît que dans les émissions de radio ou de télé, il faut toujours se faire l'avocat du diable à un moment donné. Il paraît. Moi, je trouve pas, mais j'ai l'impression que ça me saoule, moi. Mais, ça serait quoi le point noir qu'on pourrait lever? L'inquiétude première de l'usager qui tente de passer au camping-car. Le budget carburant, peut-être que ça consomme un peu plus, forcément, fatalement. Forcément, ça consomme un tout petit peu plus. Un fourgon aujourd'hui, il consomme entre 9 et 10 litres. Un camping-car, une cellule, un profilé par exemple, ça consomme 12-13 litres, quoi. Gasoil? Oui, en gasoil. Et aujourd'hui, il n'y a... Tu vas rentrer dans Paris bientôt. Voilà, aujourd'hui, il n'y a que du gasoil. Bon, c'est vrai que là, ça fait 3 fois qu'on fait le tour du quartier. On n'a pas vu beaucoup de camping-cars dans Paris. En même temps, on va être très honnête. Franchement, si vous voulez partir en week-end pour vous éclater, je suis pas persuadé que ce soit à Paris qu'il faille aller si vous venez avec un instrument motorisé. Je pense que ça va être plutôt la galère qu'autre chose. Il y a plein d'intérêts à Paris, mais c'est pas celui-là. Jean-Michel, on a découvert un petit peu le profil type. C'est quoi? C'est aussi des familles à l'intérieur ou globalement c'est plutôt, moi je pense c'est plutôt le couple? Oui, c'est essentiellement le couple. Les gens voyagent essentiellement en couple. Comme je disais tout à l'heure, donc le profil, ce sont des seniors, plutôt des retraités. Bien qu'aujourd'hui il y a un rajeunissement justement avec les fourgons aménagés et les vannes. Ça aussi vous en parlez dans Camping Car Magazine? Bien sûr. Parce que ça peut donner des idées. Je pense que d'abord on achète le fourgon et ensuite on le fait homologuer. Comment ça se passe?
Non, on l'achète tout aménagé. D'accord. Il y a certains aventuriers quand même, bons bricoleurs, parce que c'est tout à fait possible d'acheter un fourgon et de l'aménager soi-même. Parce que moi, quand j'étais petit, les fourgons qui étaient équipés, je peux te dire que ça avait rien de légal, c'était plutôt bois de Vincennes. Non, aujourd'hui, bon, c'est encore possible. C'est compliqué malgré tout parce que les normes sont très strictes. Il faut vraiment les respecter au pied de la lettre pour être sûr que le fourgon sera homologué, quoi. Donc, alors, Camping Car Magazine, en vente tous les combien? Tous les mois. Tous les mois, tarif. Alors on est à oui, tiens, bonne question. tu connais plus le tarif de ton magazine? Je connais plus le tarif, mais je l'ai là. Ah bah alors ça c'est une bonne nouvelle. Vas-y, sors Camping Car Magazine, c'est bien, on va pouvoir le montrer aussi. Alors, Camping Car Magazine. Voilà le dernier. Alors Camping Car Magazine en vente au prix. Nous sommes à 4,90. Wow, génial. Mesdames, attends, messieurs. Et celui-là, c'est celui de quand à quand? Donc ça c'est celui qui est en kiosque actuellement. Donc c'est celui du mois de mai. Qui est daté mai. Absolument. Ouais. Alors là, tu fais les plus belles étapes en France. Voilà. Ça me parle, ça. Avec, le bon plan pour se promener et pêcher. Voilà. On n'en a pas parlé, mais fatalement. Ce sont des grands pêcheurs. Hein. Absolument. Du pays de Marennes à l'île d'Oléron, on en parlait, donc j'étais en plein dedans. C'était fantastique, en plein sur le littoral atlantique. Et puis, on termine avec à la découverte de Vaison-la-Romaine. Bon, là, il y en a un qui a décidé, bah tiens, lui, je pense pas qu'il soit équipé. Non. En tout cas, il nous fait biper la voiture. Les véhicules tendance, le camping-car de demain, on dirait un bateau. C'est impressionnant. Tiens, montre-le à la caméra. Voilà, vous voyez un petit peu. On dirait un bateau ici. C'est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup ça. Alors là, il y a de la place là-dedans, attention. Hein. Bon, probablement, mais bon, ce n'est qu'une esquisse. Hein. Oui, c'est une esquisse, et puis à mon avis, il passe pas les ponts, celui-là. Waouh, c'est magnifique à l'intérieur. Bon, bah, je peux que vous encourager, parce que même si vous comptez pas forcément acheter un camping-car, eh bien, c'est plutôt sympa à découvrir. Camping Car Magazine, je sens que je vais te l'endormir, le numéro de Camping Car Magazine. Il va rester la petite onda électrique. Et celle-là, qu'est-ce que t'en penses? De la voiture, là? Ouais. Ah, c'est sympa. C'est marrant. Ah, c'est très souple, c'est très doux. Alors, j'ai un petit rituel dans cette émission. Je vais te demander quelle était ta première voiture. Oula. Alors, ma première voiture, c'était une Renault 5. Une Renault 5 avec le levier de vitesse au tableau de bord. Ouais. Et ton plus beau souvenir en voiture, mais pour toi, je vais l'adapter, ou en camping-car? Ah, voilà. Je le dirai en camping-car. Alors, un plus beau souvenir, c'est justement une aire France Passion dans le Bordelais à Saint-Émilion, très précisément. Ouais, d'accord. Où je sens qu'on va se revoir. On était en train de dîner. Enfin, après, on avait visité l'exploitation. On était en train on avait donc discuté avec l'exploitant. Et au moment de dîner, je l'ai vu revenir avec une petite bouteille d'un de ses vins. Voilà, il nous a offert ça. Et le lendemain, il nous a invités à visiter ses caves sous Saint-Émilion, parce que les caves à Saint-Émilion sont sous la cité. Donc voilà, c'est d'excellents souvenirs, quoi. Bon, amis du château Fontbroge, de Rolle-Valentin et tant d'autres qui me viennent pas à l'esprit, mais je vous cite certainement mes petites préférences. Eh bien, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez maintenant y aller en camping-car, aller découvrir un petit peu le Bordelais ou autre. Et ton premier camping-car, c'était quoi? Alors, c'était un Bavaria. D'accord. Un Bavaria, ouais. Eh ben voilà, vous savez tout maintenant. J'espère vous avoir donné envie de découvrir aussi ce moyen de vous déplacer sur la route, parce que c'est un merveilleux moyen de découvrir la France et son patrimoine. Vous le voyez, j'ai un peu les yeux qui pétillent. C'est parce que peut-être que la période de confinement aidant, j'ai aussi envie de prendre la route, et pourquoi pas en camping-car.